Les pommes tombèrent par terre lorsqu'elle dit « Mon nom, mon vrai nom, celui que j'ignorais être le mien ». Des néons bourdonnèrent au-dessus de ma tête tandis que 27 ans de mensonges minutieusement s'effondraient entre les caisses 3 et 4. J'avais toujours pensé que ce vide dans ma poitrine était tout simplement ce que j'étais, et non l'écho d'un vol. Mais elle se tenait là, cette étrangère au regard familier, serrant contre elle un sac de farine et des fragments de mon passé. « Adidora » m'appelait-elle, sa voix brisée sur des syllabes que mes parents avaient abrégées. « Je te cherche depuis 1998. » Et soudain, je n'étais plus, je gagne. J'étais la pièce manquante de quelqu'un, le fantôme inoubliable de quelqu'un, la quête de plusieurs décennies de quelqu'un qui s'était finalement soldé par le banal miracle d'une course à l'épicerie. Il y a quelque chose à Alberton Bay qui m'a toujours semblé à la fois familier et étranger. L'air iodé, la brume qui monte de l'océan le mardi matin, le rythme d'une petite ville côtière où tout le monde semble savoir ce que vous faites avant vous. J'ai vécu ici presque toute ma vie, du moins la vie dont je me souviens, mais je n'ai jamais vraiment réussi à me défaire de ce sentiment d'être impliqué dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Je m'appelle Isa Wynne. Je travaille à la Shoreline Gallery, en centre-ville, où je sélectionne des œuvres d'artistes locaux et vends parfois une de mes aquarelles quand je me sens courageuse. Ma vie est calme, prévisible. Réveil à 6h30. Café sur la terrasse si le temps le permet. Travail à la galerie. Dîner seul ou entre amis. Et ainsi de suite. Ce n'est pas excitant, mais c'est à moi. Du moins, je le croyais. C'était un mardi où tout a basculé. Le mardi, c'est le jour où je fais mes courses après le travail, avant le rush du milieu de semaine. Le marché de Hansen n'est jamais bondé à ce moment-là, c'est pourquoi je l'ai remarqué immédiatement. Une femme d'un certain âge, peut-être septuagénaire, faisait la queue à la caisse d'à accent grave côté, avec un seul sac de farine. Elle avait les cheveux argentés tirés en arrière en un chignon lâche, des lunettes de soleil et un cardigan bleu délavé qui avait connu des jours meilleurs. Mais ce n'était pas son apparence qui attirait mon attention. C'était son regard fixe. Non pas le regard désinvolte d'une inconnue, mais l'intense concentration de quelqu'un qui croit avoir vu un fantôme. Je détournai le regard, feignant d'être fasciné par les gros titres des tabloïds. Quand je jetai un coup d'œil en arrière, elle me regardait toujours. Un frisson me parcourut l'échine malgré l'air étouffant du marché. La caissière me demanda si je voulais du papier ou du plastique, et je sursautai. Du papier, s'il vous plaît, dis-je trop fort. Je chargeais mes pommes dans mon sac réutilisable lorsque je sentis une présence à côté de moi. Excusez-moi, dit une voix douce mais claire. Je me retournai et trouvai la femme de la Leda accent grave côté, debout tout près. Trop près. La fleur était serrée contre sa poitrine comme un bouclier. Oui, réussis-je à dire. Ma gorge s'est soudainement asséchée. Désolé de vous déranger, dit-elle sans me quitter des yeux. Mais vous ressemblez comme 2 gouttes d'eau à ma nièce. Un compliment. C'était tout. Juste une gentille vieille dame qui faisait la conversation. Alors pourquoi avais-je la chair de poule? Oh, j'ai ri nerveusement. J'ai un de ces visages, je suppose. Non, dit-elle fermement. Pas vous. Elle s'est approchée et j'ai senti une odeur de savon à la lavande. Ma nièce a disparu en 1998. Elle devait avoir à peu près votre âge aujourd'hui. Mon rire s'est arrêté dans ma gorge. Je suis désolé d'apprendre ça, ai-je dit sincèrement. Ça a dû être terrible pour votre famille. Ça l'a été, acquiesça-t-elle. Nous n'avons pas arrêté de la chercher. Elle a hésité, puis a demandé, pourriez-vous me dire votre nom? Cela semblait assez inoffensif. Ya, ai-je dit. Ils savent. Le visage de la femme s'est teinté. Le sac de farine lui a glissé des mains et a heurté le sol avec un bruit sourd, un nuage blanc s'est envolé autour de nos pieds. Que as-tu dit, murmura-t-elle. Je dis quand, répétai-je, le cœur battant la chamade. Pourquoi? Ses yeux se remplirent de larmes. Ma nièce s'appelait Isidorin. Les pommes tombèrent de mes mains, des boules rouges roulant sur le sol crasseux du linoléum. La caissière commença à parler de rangement, mais sa voix se transforma en un bruit blanc. Je fixai la femme, essayant de comprendre ce qu'elle avait dit. C'est juste une coïncidence, balbutiai-je. Isa est le diminutif d'Isabella. J'ai été adopté. Mes parents sont Auguste et Geneva Wynne. L'expression de la femme changea. Le choc, puis quelque chose de plus dur. Quand es-tu né? Je dois y aller,
dis-je brusquement en abandonnant mes courses. Je jetai un billet de $20 sur le comptoir et me précipitai vers la sortie, les néons soudain trop forts, l'air trop lourd. Attendez, m'appela-t-elle. S'il vous plaît, dites-moi juste quand vous êtes né. J'ai poussé les portes du parking, respirant l'air frais du soir. Mes mains tremblaient tellement que j'ai laissé tomber mes clés à 2 reprises avant de réussir à déverrouiller ma voiture. En rentrant chez moi, une multitude de questions se bousculaient dans mon esprit. Ce devait être une coïncidence. Mon nom, celui de sa nièce, ce n'était pas si inhabituel, n'est-ce pas? Mais au fond, je savais la vérité. Isa n'était pas le diminutif d'Isabella. Ce n'était le diminutif de rien. C'était juste Isa, le prénom que j'avais toujours porté, aussi loin que je me souvienne. Mes parents n'avaient jamais mentionné qu'il s'agissait d'un autre diminutif. En rentrant, j'étais à bout de nerfs. Je me suis servi un verre de vin et me suis affalé sur mon canapé, essayant de calmer ma respiration. Une coïncidence? C'était forcément le cas. Mais pourquoi avais-je réagi si violemment? Pourquoi avais-je fui? J'ai appelé mon meilleur ami, Alan Parker. Nous nous connaissions depuis le lycée. Nous sommes retournés à Alberton Bay à peu près à la même époque après la fac. Si quelqu'un pouvait me faire oublier cette paranoïa, ce serait elle. Tu exagères, dit-elle après que je lui ai expliqué ce qui s'était passé. Les personnes âgées sont toujours confuses. Elle t'a probablement confondu avec quelqu'un d'autre. Elle connaissait mon nom, mon nom exact. Ce n'est pas un nom si rare, dit Alan, mais il y avait quelque chose dans sa voix, une légère hésitation qui me fit me redresser. Qu'est-ce que tu ne me dis pas? Rien, dit-elle rapidement. Écoute, si ça te tracasse tant, tu devrais peut-être en parler à tes parents. Ils vont éclaircir ça. Après avoir raccroché, je me suis assis dans le noir, sirotant mon vin. La rencontre se rejouait dans ma tête, les détails s'affinant à chaque itération. Les mains de la femme avaient tremblé. Ses yeux étaient d'un bleu-gris comme l'océan avant la tempête. Et lorsqu'elle avait prononcé mon nom complet, il y avait eu une certitude absolue dans sa voix. Le sommeil m'a échappé cette nuit-là. Vers 2 heures du matin, j'ai ouvert mon ordinateur portable et tapé « Personne disparue 1998 » dans la barre de recherche. Des milliers de résultats sont apparus. Des visages de personnes disparues me fixaient sur des affiches et des articles de presse. J'ai affiné ma recherche, Adora disparue en 1998. Un seul résultat, un court paragraphe dans les archives du Alberton Herald. L'enfant du coin est Adora Wynne, 3 ans, portée disparue du domicile familial. Les autorités soupçonnent un conflit de garde. Mes mains planaient au-dessus du clavier. Je suis né en 1995. J'aurais eu 3 ans en 1998. Un souvenir m'a traversé l'esprit, inattendu, des murs blancs éclatants. Un portable tournoyait lentement au-dessus de moi. Des animaux colorés dansaient en rond. Quelqu'un pleurait dans la pièce voisine. L'odeur de lavande. J'ai claqué mon ordinateur portable, le cœur battant la chamade. Ce n'était pas mon souvenir. C'était impossible. J'ai grandi dans une maison jaune aux volets bleus, pas dans une chambre aux murs blancs. Mon berceau était décoré de coquillages, pas d'animaux, n'est-ce pas? Pour la première fois de ma vie, je n'arrivais pas à me représenter clairement ma chambre d'enfant. Les détails se brouillaient, se déplaçaient, se réorganisaient comme des pièces de puzzle qui ne s'emboîtaient pas parfaitement. Je n'ai pas fermé l'œil cette nuit-là. Le matin est arrivé sans réponse, seulement plus de questions. J'ai appelé la galerie pour dire que j'étais malade, ce que je ne faisais jamais. Au lieu de cela, je suis retourné au marché Ansenes, arrivant juste à l'ouverture. J'ai erré dans les allées, faisant semblant de faire mes courses tout en surveillant l'entrée. Les minutes se sont transformées en heures. Au moment où j'allais abandonner, elle était là, la femme d'hier, portant le même panier vide. Nos regards se sont croisés à travers le quartier perdu. Cette fois, aucun de nous n'a détourné le regard. Tu es venu, de retour, dit-elle simplement. J'ai besoin de réponses, répondis-je. Elle hocha la tête. Je m'appelle Marigold, oui, et je crois que tu es ma nièce. Nous étions assises dans le petit café attenant au marché, 2 tasses de café intactes à nous deux. Les mains de Marigold tremblaient légèrement lorsqu'elle fouilla dans son sac à main en cuir usé et en sortit un petit album photo. Je l'ai avec moi tous les jours pendant 27 ans, dit-elle en le faisant glisser sur la table.
J'hésitais avant de l'ouvrir. Que allais-je y trouver? Quelle vérité allais-je découvrir que je ne pouvais désapprendre? La première photo montrait une jeune femme aux cheveux noirs comme les miens tenant un bébé enveloppé dans une couverture jaune. C'est ma sœur, Hélène, expliqua Marigold. Ta mère et toi le jour de ton retour de l'hôpital. Je tournai la page. Un bambin aux boucles folles et aux yeux brillants souriait à l'objectif, serrant un lapin en peluche. L'enfant était assis sur un tricycle rouge usé devant une maison blanche aux bordures vertes. C'est toi le jour de ton 3e anniversaire, dit Marigold. Une semaine avant ta disparition. Mes doigts ont tracé le contour du visage de la petite fille. Elle me ressemblait. Les mêmes yeux, la même fossette sur sa joue gauche quand elle souriait. Mais je n'avais aucun souvenir de cette maison, de ce tricycle, de ce lapin. J'ai été adopté, ai-je dit d'une voix plus ferme que je ne le pensais. Mes parents m'ont dit qu'ils m'avaient adopté d'un cousin éloigné décédé subitement. Il n'en a jamais été question. Le visage de Marigold s'est durci. Il n'y en aurait pas. Ceux qui t'ont emmené s'en sont assurés. M'ont-ils emmené? Les mots étaient lourds, dangereux. Que dis-tu? Tes parents étaient séparés, expliqua-t-elle. Hélène avait la garde, mais ton père, lui, n'a pas accepté la décision du tribunal. Il est venu à la maison un soir où j'étais censé te surveiller. Sa voix s'est brisée. Je suis juste sorti 10 minutes pour aller chercher des médicaments à la pharmacie. À mon retour, tu étais parti. J'ai secoué la tête en essayant de comprendre ce qu'elle disait. Si ce que tu me dis est vrai, alors mes parents adoptifs n'étaient pas les alliés de ton père. Si c'est ce que tu penses, dit Marigold, l'enquête a révélé que ton père t'avait vendu pour payer des dettes de jeu. Ceux qui t'ont acheté avaient des relations. Ils t'ont fait disparaître. Le café semblait tourner autour de moi. Ce n'était pas possible. Mes parents, Auguste et Genevawin, étaient des gens respectables. Auguste était un ancien conseiller municipal, aujourd'hui à la retraite. Geneva était bénévole à l'hôpital local. Il m'avait élevé avec amour, avec soin, n'est-ce pas? J'ai besoin de preuves, dis-je finalement. Plus que des photos et des histoires. Marigold hocha la tête. Je te cherche depuis 27 ans, Isidora. J'ai plus que des histoires. En quittant le café, une étrange sensation d'être observé m'envahit. J'ai scruté un parking, mais je n'ai rien vu d'inhabituel, juste des clients vacants à leurs occupations, inconscients que mon monde entier s'écroulait sous mes pieds. De retour à la galerie, j'ai essayé de me concentrer sur mon travail, mais mon esprit revenait sans cesse aux photos de Marigold. À la petite fille sur le tricycle rouge, à l'histoire d'un enfant volé et vendu. Vers midi, j'ai entendu la cloche sonner au-dessus de la porte. J'ai levé les yeux de la réception, m'attendant à un client, mais la galerie semblait vide. Allô? J'ai appelé. Puis-je vous aider? Pas de réponse. Je me suis levé et j'ai traversé l'espace d'exposition principal, passant devant des aquarelles de la baie et des sculptures en bois flotté. Tout semblait normal jusqu'à ce que je remarque que la porte de mon bureau était un bocal. Je ne l'avais jamais laissée ouverte. Le cœur battant, je me suis approché lentement. Quelqu'un? Un fracas à l'intérieur, puis une silhouette m'a bousculé. Un homme en veste sombre, le visage masqué par une casquette de baseball. Il était parti avant que je puisse réagir, disparaissant par la sortie arrière. Je me suis précipité dans mon bureau. Des papiers étaient éparpillés sur le sol. Les tiroirs de mon bureau se sont ouverts. Que cherchait-il? Alors que je commençais à ranger, j'ai remarqué quelque chose par terre qui n'était pas le mien. Une photo déchirée. Je l'ai ramassée et retournée dans mes mains tremblantes. Elle représentait une femme qui me ressemblait étrangement, debout devant la Maison Blanche avec une bordure verte provenant des photos de Marigold. De l'autre côté au dos, quelqu'un avait écrit « Et là, été 97. Sœur Marigold. Ma mère. » J'ai appelé la police pour signaler le cambriolage, mais rien n'était visiblement volé. Ils n'ont pas semblé inquiets. Probablement juste des enfants, a suggéré l'agent. On passera plus souvent pendant quelques jours. Après son départ, j'ai appelé à Lohan. Quelqu'un s'est introduit dans la galerie. Je lui ai dit, ainsi qu'à cette femme du marché, Marigold, qu'elle m'avait montré des photos. Des photos de moi enfant. Elle avait qu'une femme qui me ressemble comme deux gouttes d'eau. Silence au bout du fil. Elle, tu es là?
Je suis là, a-t-elle dit. Enfin, Isa. Je pense que tu devrais faire attention. On peut falsifier des photos de nos jours. Cette femme pourrait arnaquer. Pourquoi me ciblerait-on pour une arnaque? Je ne suis personne. Je ne sais pas, dit Eloan. Mais quelque chose ne va pas, promets-moi juste d'être prudent. Ne lui donne ni argent ni information personnelle. Après avoir raccroché, je ne pouvais m'empêcher de penser qu'Alan cachait quelque chose. Nous étions amis depuis plus de 10 ans. Je savais quand elle se taisait. Le lendemain matin, je me suis rendu aux archives du comté de Alberton. Le bâtiment était vieux et sentait la poussière et les objets oubliés. Un employé du conseil m'a indiqué les machines à micro-poissons où étaient stockés les journaux locaux. Il m'a fallu des heures de recherche avant de les trouver. Un court article daté du 17 juin 1998. Une enfant de 3 ans toujours portée disparue. La police continuait de rechercher Isidora Wynne, 3 ans, disparue du domicile de sa mère depuis le 10 juin. Les premiers soupçons d'enlèvement liés à la garde de l'enfant n'ont donné aucun résultat, le père de l'enfant, Thomas Wynne, ayant pleinement coopéré avec les autorités. Toute personne disposant d'informations est priée de contacter le service de police de Alberton Bay. Sous l'article se trouvait un croquis, une progression par âge de ce à quoi Isidora pourrait ressembler à 6 ans. La ressemblance avec mes photos d'enfance était indéniable. Mes mains tremblaient en imprimant l'article. Thomas Wynne, pas Auguste Wynne. Je n'avais jamais entendu parler de Thomas Wynne. En rentrant, je suis passé devant chez mes parents. La voiture d'Auguste n'était pas garée dans l'allée, mais celle de Geneva, oui. Je devais m'arrêter. Je me suis dit que je devrais la confronter à ce que j'avais découvert. Au lieu de cela, j'ai continué ma route, pas prête à cette conversation. En rentrant, j'ai entendu un message vocal d'Auguste. Je dis, chérie, je vais être absente quelques jours. Affaire à Portland. Ta mère m'a dit que tu agis bizarrement. Appelle-nous si tu as besoin de quoi que ce soit. Affaire à Portland. Auguste était à la retraite. Il n'avait pas travaillé depuis des années. Cette nuit-là, mon téléphone a sonné juste après minuit. Numéro inconnu. Bonjour. J'ai répondu prudemment. Respiration lourde. Puis une voix grave que je n'ai pas reconnue. Arrête de poser des questions. Ce n'est pas à toi de raconter ton histoire. La ligne a été coupée. Je suis resté assise dans le noir, le téléphone serré dans ma main, la peur et la colère me tenaillaient. Qui avait appelé? Comment savait-il que je posais des questions? Et que voulait-il dire par « ce n'était pas mon histoire » ? Si je n'étais pas Isadora Wynne, pourquoi lui ressemblais-je trait pour trait? Pourquoi portais-je le même nom? Pourquoi quelqu'un s'introduisait-il dans mon bureau et me menaçait-il? Et si j'étais Isadora Wynne, alors toute ma vie n'était qu'un mensonge. Quoi qu'il en soit, j'avais besoin de la vérité, aussi terrifiante soit-elle. Le lendemain matin, je me suis rendu à la maison de mes parents. Auguste était encore absent, mais Geneva était à la maison, s'occupant de ses rosiers dans le jardin. Elle leva les yeux tandis que je me garais, son sourire vacillant à la vue de mon expression. « Isa, qu'est-ce qui ne va pas ?» Je lui tendis le document imprimé des archives. « Qui est Isidora ?» Le sécateur lui glissa des mains, atterrissant avec un bruit sourd dans la terre meuble. « Entrez, dit-elle d'une voix à peine audible. Dans la cuisine, la même cuisine où j'avais fait mes devoirs, préparé des biscuits, fêté des anniversaires. Les mains de Geneva tremblaient tandis qu'elle nous versait à chacune une tasse de thé. Aucune de nous ne l'a bu. Nous vous avons sauvés, dit-elle finalement, les larmes aux yeux. Vous devez comprendre que nous vous avons sauvés d'une vie terrible en me volant. Ma voix se brisa d'émotion. Geneva secoua la tête avec véhémence. Nous ne vous avons pas volé. Nous vous avons adopté. De qui? D'une femme nommée Elahi. D'une enfant portée disparue. Les épaules de Geneva s'affaissèrent. Tu ne comprends pas comment les choses se passaient à l'époque. Auguste avait des relations. Il connaissait des gens qui pouvaient arranger les choses. Organiser quoi exactement? Des adoptions spéciales pour les couples qui ne pouvaient pas avoir d'enfants mais qui ne voulaient pas attendre des années que le système fonctionne. Elle m'a pris la main. Je me suis écarté. On nous a dit que ta mère était inapte, que tu étais négligée. On pensait t'offrir une vie meilleure. Et tu ne t'en es jamais remise. Quand mon visage était dans le journal, enfant disparu,
tu n'as jamais pensé que quelque chose n'allait pas. Le silence de Geneva était une réponse suffisante. Où sont les papiers d'adoption? J'ai exigé, s'il te plaît. Où sont-ils? Dans le bureau d'Auguste, le coffre-fort derrière le tableau. Je connaissais le tableau. Elle parlait d'un paysage lugubre de la baie d'Alberton en hiver. Je l'avais toujours détesté. Je me suis rendu au bureau d'Auguste. Geneva me suivait, manifestant chaque semaine. La combinaison du coffre-fort était ma date de naissance, ou ce que j'avais toujours cru être ma date de naissance. À l'intérieur se trouvaient des documents financiers, des titres de propriété et une enveloppe en papier craft usé étiquetée simplement « Isa ». Les papiers à l'intérieur semblaient officiels à première vue. En tête, signature, tampon, mais en y regardant de plus près, j'ai vu des incohérences. L'agence d'adoption n'existait pas lorsque je l'ai recherchée plus tard. La signature du juge était lisible. Il n'y avait pas de numéro de dossier. Ce n'étaient pas des papiers d'adoption. C'étaient des faux. Alors que je restais là, à contempler les preuves de ma vie volée, un souvenir a surgi, vif et terrifiant. Une femme qui hurlait, qu'on soulevait de mon lit, une main sur ma bouche, des espaces sombres, le plancher au-dessus de ma tête, l'odeur de terre et la peur. Isa Geneva m'a touché le bras et j'ai reculé. Isa, tu vas bien? Le savais-tu? Ai-je murmuré. Le savais-tu? Volé. Non, a-t-elle dit, mais ses yeux ont glissé des miens. Pas au début. Et au moment où nous avons soupçonné, tu étais à nous. Nous t'aimions. Nous ne pouvions pas te perdre. Je me suis éloigné d'elle, serrant les faux papiers. Je dois aller où? Vers cette femme. Marigold. Le visage de Geneva s'est durci. Elle je t'observe depuis des années. Isa. Auguste, qui te suivait, essaya de la faire taire, mais elle refusa d'écouter. Comment sais-tu pour Marigold? Geneva pinça les lèvres, réalisant qu'elle en avait trop dit. Depuis combien de temps sais-tu qu'elle me cherchait? Demandai-je. S'il te plaît, dis-je. Quoi que tu penses faire, ne le fais pas. Ça ne t'apportera pas la paix. Ça ne fera que te faire souffrir. Tu n'as plus le droit de décider, dis-je en me retournant pour partir. À la porte, je marquai une pause. Quand Auguste reviendra, dis-lui que je sais tout, et que je ne m'arrêterai pas tant que je n'aurai pas découvert la vérité. Je me rendis directement chez Marigold, à l'adresse qu'elle m'avait donnée, au cas où. C'était la maison blanche aux bordures vertes des photos, même si la peinture était défraîchie maintenant, le jardin envahi par la végétation. Elle ouvrit la porte avant que je puisse frapper. Tu sais, dit-elle simplement, pas tout, répondis-je, mais assez pour te croire. Elle me conduisit à l'intérieur, dans un salon rempli de livres, de plantes et de souvenirs. Des photos couvraient un mur entier. Des photos d'Hélène, de moi bébé, de Marold elle-même au fil des ans. Toujours en quête, toujours pleine d'espoir. Je veux te montrer quelque chose, dit-elle en me conduisant vers une porte donnant sur la cuisine. Elle s'ouvrit sur un étroit escalier descendant dans l'obscurité. Le sous-sol. Tu jouais ici quand un chemin t'amenait. Nous descendîmes lentement, Marigold, allumant les lumières au fur et à mesure. Le sous-sol était fini mais démodé. Boiserie, vieille moquette, un petit coin jeu avec des jouets défraîchis encore disposés comme s'ils attendaient le retour d'un enfant. C'était ton endroit préféré, dit Marigold en désignant une petite table avec de minuscules chaises. Tu prenais le thé avec tes poupées. Je me déplaçais dans l'espace, touchant des objets, essayant de me connecter à des souvenirs qui semblaient inaccessibles. Une étagère contenait des livres pour enfants, dont la tranche était usée par l'usage. Un coffre à jouets peint de fleurs, une maison de poupées, réplique exacte de la maison au-dessus de nous. Et puis je l'ai vue, une poupée aux cheveux noirs et à la robe jaune, assise dans un fauteuil à bascule dans un coin. Quelque chose en elle m'attirait. Je l'ai ramassée et retournée entre mes mains. Là, brodé dans le tissu de la robe, les initiales IW. Un sanglot m'échappa, inattendu et brutal. Je me suis laissé tomber à genoux, serrant la poupée contre ma poitrine, les larmes coulant sur mon visage. Marigold s'agenouilla près de moi, ses bras encerclant mes épaules. Tu t'en souvenais, murmura-t-elle. Au fond de moi, tu t'en souvenais. Quand j'ai pu respirer à nouveau, Marigold m'a montré une dernière chose. Une lettre jaunie par le temps, à l'écriture fine et précise. Ta mère a écrit ceci, expliqua-t-elle. Après ta disparition,
lorsqu'elle a su qu'il s'était passé quelque chose de terrible. Elle me l'a confié pour que je la garde précieusement au cas où elle ne serait pas là quand on te retrouverait. Que lui est-il arrivé, demandai-je, effrayé par la réponse. Accident de voiture, demanda Marigold d'un ton sombre. 6 semaines après ta disparition. Les freins ont lâché sur une route de montagne. La police a parlé d'un accident tragique. Je n'y ai jamais cru. J'ai lu la lettre, les mains tremblantes. Les mots désespérés d'une mère à un enfant qu'elle craignait de ne jamais revoir. Hélène y écrivait son amour, son espoir qu'un jour je sache la vérité. Ses soupçons quant à l'implication de personnes puissantes dans ma disparition. Ton père avait des dettes de jeu, m'expliqua Marigold pendant que je lisais. Il devait de l'argent à des hommes dangereux. Comme il ne pouvait pas payer, ils lui ont suggéré un autre moyen de paiement. Moi, murmurai-je. Marigold hocha la tête. Ton père connaissait des gens influents à Allurn Bay, des gens capables de faire disparaître les problèmes, ou des enfants. Ce soir-là, de retour à mon appartement, j'ai fouillé dans les vieux albums photos qu'Auguste et Geneva m'avaient donnés au fil des ans. Maintenant que je savais quoi chercher, les incohérences étaient flagrantes. Aucune photo de bébé avant 3 ans. Pas d'acte de naissance. Seuls les papiers d'adoption, dont je savais maintenant qu'ils étaient falsifiés. Aucun membre de ma famille qui se souvenait de moi enfant. Entre 2 albums, j'ai trouvé quelque chose que je n'avais jamais remarqué auparavant. Un petit carnet d'adresses appartenant à Auguste. La plupart des entrées concernaient des médecins ordinaires, des collègues, de vieux amis. Mais une page a attiré mon attention. Un nom était écrit, puis violemment barré, accompagné d'une annotation. Témoin éliminé. Le nom, à peine lisible sous les lignes noires et menaçantes. Thomas Wynne, mon père biologique. Plus tard dans la soirée, Alan a appelé, la voix tendue par l'inquiétude. Où étais-tu toute la journée? J'ai essayé de te joindre. J'étais avec Marigold, ai-je dit, trop épuisé pour faire semblant. Elle m'a montré où je jouais enfant avant d'être enlevé. Silence, puis un lourd soupir. Isa, il y a quelque chose que je dois te dire. Quelque chose que je sais depuis un moment, mais je ne pouvais pas. Qu'est-ce qu'il y a, elle? Ma mère, a-t-elle dit doucement. Elle était assistante sociale ici dans les années 90. Elle a aidé à organiser ton adoption officieusement. La trahison m'a profondément blessé. Tu le savais depuis tout ce temps. Tu savais que j'avais été volé? Pas jusqu'à récemment, a insisté Alan. Ma mère me l'a dit l'année dernière, alors qu'elle était mourante. Elle m'a fait promettre de ne rien dire à personne. Elle a dit que des gens puissants étaient impliqués. Des gens qui pouvaient encore te faire du mal, nous ont fait du mal à tous les deux. Qui? Eh bien, qui était impliqué? Un autre long silence. Mon oncle, par exemple. Il a tout organisé. Il a fait disparaître les dossiers. Il t'a fait disparaître. Le maire Parker, l'homme qui m'avait remis mon diplôme de fin d'études secondaires, qui avait prononcé un discours lors de ma cérémonie de remise de bourse universitaire, qui s'était toujours intéressé à mon potentiel. Il y a plus, a poursuivi Alan. Un réseau d'enfants achetés et vendus à des familles riches qui ne pouvaient pas adopter légalement, à des personnes avec un casier judiciaire, des antécédents de maltraitance, ou simplement à ceux qui ne voulaient pas attendre. Et ta mère les a aidés, ai-je demandé, la colère montant dans ma gorge. Elle le regrettait chaque jour de sa vie. Eloan a murmuré. C'est pour ça qu'elle a insisté pour que je devienne ton ami au lycée. Pour te surveiller, pour m'assurer que tu sois en sécurité. Toute notre amitié n'est qu'un mensonge. Un autre PAN de ma vie qui n'était pas ce que je pensais. Je dois partir, ai-je dit en raccrochant avant qu'elle ne puisse répondre. Cette nuit-là, j'ai rêvé du tricycle rouge, de murs blancs et d'un mobile qui tournoyait, d'une femme qui chantait doucement. Le parfum de lavande m'enveloppait comme un nuage. Et pour la première fois, j'ai vu son visage clairement. Hélène Allais, ma mère. Je me suis réveillé avec 2 certitudes, j'étais Isidora Allais. Et ceux qui m'avaient volé, qui avaient effacé mon identité pour la remplacer par celle de leur choix, allaient enfin devoir affronter leurs actes. La vérité éclatait au grand jour, qu'ils y soient prêts ou non. Le lendemain matin des aveux d'Eloan, je me suis réveillé avec une lucidité que je n'avais pas ressentie depuis des jours. Le choc s'estompait, remplacé par une colère froide et concentrée. Si ce qu'Eloan avait dit était vrai, si un réseau entier était impliqué dans mon enlèvement,
alors cela allait bien au-delà d'Auguste et de Genevawin. C'était systématique, organisé et potentiellement encore actif. J'avais besoin de l'aide de quelqu'un qui sache enquêter sur la corruption. Quelqu'un qui ne se laisserait pas effrayer par des noms influents. Clancy Virl était journaliste d'investigation au Alberton Herald dans les années 1990, connu pour avoir révélé des scandales locaux jusqu'à ce qu'un mystérieux problème de santé l'oblige à prendre une retraite anticipée. Il tenait désormais une petite librairie en périphérie de la ville, vendant des livres de poche d'occasion et organisant des lectures de poésie le dimanche après-midi. Selon les rumeurs locales, il avait été réduit au silence par les mêmes personnes qu'il avait tenté de démasquer. La librairie sentait le vieux papier et le café. Une cloche tinta au-dessus de ma tête lorsque je suis entré, et un homme leva les yeux de derrière le comptoir. Clancy avait maintenant la soixantaine, les cheveux poivre et sel, le regard perçant derrière d'épaisses lunettes. « Puis-je vous aider à trouver quelque chose ?» demanda-t-il. « Des informations, dis-je. À propos d'une affaire de disparition d'enfants datant de 1998. » Son expression resta inchangée, mais quelque chose se modifia dans son regard. « On va bientôt fermer pour déjeuner, dit-il d'une voix forte, bien qu'il ne soit que 10 heures du matin. » Il ferma la porte et me conduisit dans une arrière-salle encombrée de cartons de livres. « C'est vous, n'est-ce pas ?» demanda-t-il une fois la porte fermée. « Une porte, c'est un salut ?» J'acquiesçai, sans prendre la peine de lui demander comment il le savait. « J'attendais ce jour, dit-il en sortant un classeur verrouillé de sous le bureau, l'espérant sincèrement. « Asseyez-vous. Cela risque de prendre du temps. » Pendant les 2 heures qui suivirent, Clancy me montra les preuves qu'il avait recueillies sur mon affaire, des entretiens, des chronologies, des témoignages qui n'avaient jamais été publiés dans les rapports officiels. Des photos de la rencontre du maire Parker avec Auguste quelques semaines avant mon enlèvement, des relevés de paiement suspects, tout cela suggérait une opération organisée. J'ai essayé de publier ce que j'ai trouvé, expliqua Clancy, mais le maire Parker a étouffé l'affaire. Il a menacé de détruire le journal si mon rédacteur en chef le publiait. Puis j'ai eu une crise cardiaque. Du moins, c'est comme ça que les médecins étaient payés pour dire ça. Pourquoi n'as-tu pas contacté la police d'État? J'ai demandé. Ou le FBI. J'ai essayé. Des dossiers ont disparu. Des témoins ont changé de version. Finalement, j'ai compris que je mettais des gens en danger rien qu'en posant des questions. Il m'a regardé intensément. Toi y compris. Que veux-tu dire? Il y avait un plan pour résoudre définitivement le problème. C'est une citation directe d'une conversation que j'ai enregistrée entre Parker et son chef de police. J'ai pris les preuves que j'avais et j'ai menacé de tout divulguer s'il t'arrivait quelque chose. C'est là qu'ils ont reculé, décidant de tout enterrer. Un frisson m'a parcouru. Tu m'as sauvé la vie. Peut-être. Ou peut-être que je repousse simplement l'inévitable. Il m'a tendu un épais dossier. C'est tout ce que j'ai. Fais attention. Ces gens sont toujours au pouvoir, toujours dangereux. Pourquoi me donner ça maintenant? Parce que tu poses des questions, et si tu veux faire ça, tu devrais être armé de la vérité. Il a hésité. Et puis, il y a autre chose. J'ai découvert quelque chose, mais je n'ai jamais pu le prouver. Je crois qu'il y en avait d'autres. D'autres enfants? Combien? Murmurai-je. Au moins une douzaine sur une période de 10 ans. Des enfants disparus de familles en difficulté, victimes de conflits de garde, voire de placement familial. Tous placés dans des familles aisées et proches. Tous les dossiers enterrés ou détruits. J'ai quitté la librairie Clancy's avec un dossier caché dans mon sac et une nouvelle raison d'être. Il ne s'agissait plus seulement de moi. Il s'agissait de nous tous, les enfants volés de Alberton Bay. Ce soir-là, j'ai reçu une invitation au gala annuel de la Albert and Bear Foundation, un événement caritatif auquel j'assistais habituellement en tant que directeur de la galerie. L'invité d'honneur de cette année était l'ancien maire Richard Parker. Je n'avais jamais pu m'offrir le dîner officiel auparavant, mais cette année, j'ai fait une folie en m'offrant un billet plein tarif. Si Parker était impliqué dans mon enlèvement, je voulais le regarder dans les yeux. Je voulais qu'il sache que son secret n'était plus en sécurité. La salle de bal de l'hôtel Alberton scintillait de lustre et de richesse. Des femmes en robe de créateur se mêlaient à des hommes en costume sur mesure, prétendant tous que leur argent les rendait meilleurs que les pêcheurs et les commerçants qui, en réalité, faisaient tourner la ville. J'ai immédiatement repéré le maire Parker. Plus âgé maintenant, mais toujours autoritaire,
toujours entouré de gens avides de son approbation. Je me suis dirigé vers lui, le cœur battant, mais d'un pas assuré. Il était en pleine conversation lorsque je me suis approché, riant d'une remarque du maire actuel. « Monsieur Parker, les jeux interrompus. Je ne crois pas que nous ayons été correctement présentés. Je suis Isa. » Il s'est retourné, son sourire d'usage se figeant sur son visage lorsqu'il m'a reconnu. « Mine, bien sûr. Vous dirigez la galerie du centre-ville. Vous faites un beau travail. » « Merci. J'ai cru comprendre que vous connaissiez mes parents, Auguste et Geneva. » Son regard a parcouru les alentours, cherchant une échappatoire. « Oui, bien sûr. Des gens bien. Et connaissiez-vous aussi une femme nommée Elaï ? » ai-je demandé, ma voix portant juste assez loin pour interrompre les conversations alentour. Son visage s'est vidé de ses couleurs. Je crains de ne plus me souvenir de son nom. C'est étrange, car elle était assez connue en 1998. Sa fille avait disparu cette année-là. Une petite fille nommée Isidora. Un silence complet régnait désormais autour de nous. La femme de Parker lui toucha le bras, l'inquiétude se lisant sur le visage. « Je crois que vous m'avez prise pour quelqu'un d'autre, » dit Parker d'un ton sec. « Maintenant, si vous voulez bien m'excuser. »« Non, je ne crois pas, » dis-je en m'approchant. « Je crois que vous savez exactement qui est Adora Alley. Je crois que vous avez contribué à sa disparition. » La sécurité s'approchait. Deux hommes en costume sombre, écouteurs aux oreilles, répondaient à un signal discret de Parker. « Vous devriez partir, » siffla Parker. « Avant de vous mettre dans l'embarras. »« Ce n'est pas moi qui devrais être gêné, » répondis-je. « Mais je vous promets qu'à la fin, tout le monde en ville saura ce que vous avez fait. Ce que vous avez tous fait. » Les agents de sécurité arrivèrent, chacun me prenant par le bras. « Cette femme est malade », annonça Parker d'une voix forte. « Veuillez l'escorter dehors. » Tandis qu'il m'emmenait, j'ai crié par-dessus mon épaule. « Posez-lui des questions sur les autres enfants. Posez-lui des questions sur le réseau. » Dehors, l'air frais de la nuit me fouettait le visage rouge. J'avais fait une scène. Exactement ce que j'avais prévu. Les gens parleraient. On poserait des questions. La façade impeccablement polie commençait à se fissurer. Mon téléphone a sonné tandis que je me dirigeais vers ma voiture. C'était Marigold, la voix crispée par la panique. « Isa, la police est là. Ils disent que je me suis introduit par effraction dans un garde-meuble à Alberton Self-Storage. Ils m'arrêtent. »« Quoi ? C'est ridicule. » « Unité 447, » a-t-elle dit rapidement avant que la ligne ne soit coupée. Je suis allé directement au commissariat, mais ils ne m'ont pas laissé la voir. En examinant les dossiers, le sergent de service a dit, « L'air ennuyé, vous pourrez la libérer sous caution demain matin. » J'ai passé une nuit blanche à faire des recherches sur le garde-meuble à Alberton. L'établissement appartenait à la famille Parker depuis les années 1980. L'unité 447 se trouvait dans le bâtiment climatisé, réservé au stockage à long terme de documents sensibles. À 9 heures du matin, j'ai payé la caution de Marigold, une somme étonnamment élevée pour une simple infraction d'intrusion. Elle semblait épuisée en sortant de la zone de détention. « Que s'est-il passé ?» ai-je demandé tandis que nous nous précipitions vers ma voiture. « Je surveille ce garde-meuble depuis des années » m'a-t-elle expliqué. Richard Parker s'y rend tous les mois. Toujours seul. Toujours après les heures d'ouverture. J'avais déjà essayé d'y entrer une fois, il y a une dizaine d'années, mais la sécurité était trop stricte. Hier, je les ai vus changer les serrures. Je pensais que c'était ma seule chance. Qui a-t-il là-dedans ? Je l'ignore. J'ai déclenché l'alarme avant de pouvoir entrer, mais quoi que ce soit, Parker ne veut pas que quelqu'un le trouve. Nous sommes allés dans un restaurant en périphérie de la ville pour planifier notre prochaine action. Si le garde-meuble contenait des preuves concernant le réseau de trafic, nous devions les voir. Mais après l'arrestation de Marigold, la sécurité serait renforcée. Il nous faut une diversion, dis-je. Enfin, quelque chose pour détourner l'attention du centre de stockage. C'est là que mon téléphone a sonné. Seul. J'ai entendu ce qui s'est passé au gala, dit-elle sans préambule. Mon oncle est furieux. Il a convoqué une réunion d'urgence avec tous les anciens membres du conseil d'administration. Bien. Dis-je froidement. Qu'il panique. Isa.
Tu ne comprends pas ces gens. Ils te détruiront pour se protéger. Comme ils ont détruit ma mère. Silence au bout du fil. Elle, j'ai besoin de savoir de quel côté tu es. Un long silence, puis. Tu méritais mieux que ça. Vous tous. Nous tous. Les autres. Ceux comme toi. Sa voix se brisa. Je peux t'aider. J'ai accès à des dossiers judiciaires scellés par l'intermédiaire de mon cabinet d'avocats. Des dossiers que mon oncle pense avoir été détruits il y a des années. Cette nuit-là, alors que Richard Parker et ses associés se réunissaient chez lui pour discuter de la gestion des dégâts, Alohan a divulgué des décennies de dossiers judiciaires scellés à Clancy Viral. Et tandis que l'attention de la ville était focalisée sur les révélations explosives qui commençaient à circuler en ligne, Marigold et moi avons cambriolé l'unité 447. La serrure était assez facile à forcer avec des outils empruntés à Clancy, alors qu'il était enquêteur. À l'intérieur, nous avons trouvé des piles de cartons poussiéreux, chacun étiqueté avec une année et un numéro de dossier. Dans un coin se trouvait un classeur rempli de cassettes de surveillance, de documents d'adoption et de photos. Des dizaines d'enfants, dont moi, étaient documentés comme un inventaire. Le plus effrayant était un registre contenant les noms, les dates et les montants. Des enfants vendus aux plus offrants. Certains noms me sont familiers. Des enfants qui avaient déménagé en ville subitement pendant mes années d'école. Des enfants qui, comme moi, ne s'étaient jamais vraiment intégrés. Un nom m'a sauté aux yeux, Miles Thorne. Je connaissais ce nom, non pas de mémoire, mais de rêve. Un petit garçon au regard sérieux qui apparaissait dans mes cauchemars, me mettant constamment en garde contre les monstres qui se cachaient dans l'ombre. D'après le registre, Miles avait été placé dans une famille Thorne à Seattle. Il aurait mon âge maintenant. Nous avons tout photographié, en prenant soin de ne pas perturber l'agencement des cartons. Ces preuves devaient parvenir aux bonnes mains, non pas aux autorités locales, potentiellement compromises, mais à la police d'État, au FBI, aux journalistes, invendables. Clancy nous attendait à notre retour à sa librairie, les yeux brillants de justification. Ça arrive, a-t-il dit en tournant son ordinateur portable pour nous montrer une alerte d'actualité. Les documents d'Ian font déjà des vagues. 3 anciens responsables de Alberton ont été cités dans une enquête d'État pour corruption et trafic d'enfants. Ce n'est pas suffisant, lui ai-je dit en lui montrant les photos du garde-meuble. Il faut voir plus loin. Le lendemain, Clancy publiait sur son blog, longtemps inactif, un article explosif détaillant le réseau de trafic d'enfants à Alberton Bay. En quelques heures, la presse nationale l'a repris. Le soir, le FBI était arrivé en ville et le domicile de Parker était encerclé par des agents en costume sombre. Mais à mesure que l'affaire se révélait, j'ai réalisé que le danger ne faisait qu'augmenter. Quelqu'un m'avait suivi chez moi depuis chez Clancy. Mon appartement avait été perquisitionné, rien de visible n'avait été volé, mais les choses bougeaient juste assez pour envoyer un message. Nous savons où tu es. Cette nuit-là, une brique est passée par ma fenêtre avec un mot. Attaché. Reste enterré, Isa. Trop tard pour ça. Je pensais que j'en avais fini avec l'enterrement. Le FBI a réagi rapidement après avoir obtenu les preuves de l'unité 447, arrêtant Richard Parker, l'ancien chef de police, et plusieurs autres conspirateurs au sein de l'unité. Quelques jours plus tard, Auguste rentra de son mystérieux voyage d'affaires et trouva des agents fédéraux à son domicile. Geneva fut emmenée pour interrogatoire le jour même. J'ai regardé de loin ma mère adoptive être escortée jusqu'à une voiture qui l'attendait. Son visage était défiguré par la peur et la honte. Malgré tout, une petite partie de moi la regrettait. Elle avait été ma mère pendant 27 ans. Quelle que soit la façon dont notre relation avait débuté, l'audience préliminaire eut lieu au palais de justice du comté, un ancien et majestueux bâtiment où j'avais participé à une sortie scolaire. J'étais assise au dernier rang, Marigold à mes côtés, tandis que Geneva témoignait. Saviez-vous que l'enfant que vous avez adopté comme Isa avait été enlevé à sa mère biologique, demanda le procureur. Les mains de Geneva se tordaient sur ses genoux. Pas au début, dit-elle d'une voix à peine audible. Auguste a tout géré. Il m'a dit qu'il s'agissait d'une adoption privée, que la mère était inapte. Et plus tard, quand as-tu appris la vérité? Quand j'ai vu l'avis de disparition dans le journal, une larme a coulé sur sa joue ridée. J'ai confronté Auguste. Il a dit qu'il était trop tard, que nous serions impliqués si nous nous dénoncions. Il a dit qu'il aurait fait du mal à Isa si je le disais à qui que ce soit, qu'il n'avait pas payé tout cet argent pour rien.
Un murmure a parcouru la salle d'audience. J'avais la nausée en me remémorant le père que je croyais avoir connu. L'homme qui m'avait appris à faire du vélo, qui avait applaudi mes remises de diplôme, qui m'avait surnommé « princesse » bien après mes 20 ans. Votre honneur, a déclaré le procureur, nous demandons que M soit amené pour répondre à ces allégations. Auguste a été conduit menotté, sa silhouette autrefois imposante maintenant voûtée et abattue. Contrairement à Geneva, il n'a manifesté aucun remords. Il a refusé de parler, invoquant ses droits garantis par le 5e amendement à chaque question. Son silence en disait long. L'affaire s'est étoffée à mesure que de nouvelles preuves apparaissaient. Le registre de l'unité 447 a donné lieu à des enquêtes dans plusieurs États, identifiant des dizaines d'enfants avaient été victimes de la traite via le réseau Alberton pendant 20 ans. Certains étaient maintenant adultes comme moi, vivant une vie bâtie sur des identités volées. D'autres avaient complètement disparu, leur sort inconnu. Parmi ceux retrouvés se trouvait Miles Thorne, aujourd'hui Miles Kelsey, qui vivait à Portland. Lorsque le FBI l'a contacté au sujet de l'affaire, il a demandé à me rencontrer. Nous étions assis l'un en face de l'autre dans un café tranquille, deux inconnus liés par un traumatisme commun. Miles était grand et mince, avec le même regard sérieux que celui dont je me souvenais dans mes rêves. « Je te voyais », dit-il après nos présentations maladroites. Dans mes cauchemars, une petite fille aux cheveux noirs pleurait sa mère. Je te voyais aussi, ai-je admis. Un garçon qui me mettait en garde contre les monstres. Ils nous ont gardés dans la même maison avant de nous placer, expliqua Miles. Une maison de transition, l'appelait-il. Nous y sommes restés presque une semaine ensemble. Tu avais tellement peur. J'avais promis de te protéger, mais ils nous ont séparés. Il hocha la tête. Différents acheteurs, différents prix. Je suis d'abord allé voir une famille à Seattle, puis à Portland quand la chaleur s'est intensifiée. Était-il gentil avec toi? Demandai-je avec hésitation. Assez gentil, répondit Miles en haussant les épaules. Il voulait un fils pour reprendre l'entreprise familiale. J'étais un stock, pas un enfant. Et toi? J'étais aimé, dis-je. Cette prise de conscience était à la fois réconfortante et douloureuse, conditionnellement peut-être, mais aimée néanmoins. À mesure que l'enquête progressait, l'attention des médias s'intensifiait. Mon visage était partout à la télévision, dans les journaux en ligne. Des journalistes campaient devant mon appartement, espérant une déclaration de la femme qui avait démantelé le réseau de trafiquants d'Alberton. Ma vie privée n'était plus qu'un lointain souvenir. Le seul point positif est venu lorsque le tribunal a ordonné un test ADN pour confirmer mon identité. Les résultats étaient sans appel. J'étais Isidora Halley, fille d'Hélène et de Thomas Wynn. Marold a pleuré en voyant les résultats. J'ai toujours su, dit-elle en me serrant la main. Dès que je t'ai vu dans cette épicerie, une mère reconnaît son enfant et une tante reconnaît sa nièce. Les audiences préliminaires ont donné lieu à des inculpations formelles, puis à des procès. Richard Parker a été le premier à être reconnu coupable, condamné à 20 ans de prison pour son rôle dans le réseau de trafic. Auguste a été condamné à 15 ans de prison pour enlèvement d'enfants et falsification de dossiers. Geneva, en échange de son témoignage, a été condamné à 5 ans de probation. Pendant tout ce temps, j'ai passé mon temps à témoigner dans les salles d'audience, à revivre des traumatismes, à devenir un symbole plutôt qu'une personne. Mon identité, ma véritable identité, est devenue publique, décortiquée et analysée par des inconnus qui pensaient connaître mon histoire. Après la condamnation de Parker, j'ai rendu visite à Marigold chez elle. Elle semblait plus petite, diminuée par le poids qui s'enlevait enfin de ses épaules. J'ai échoué, a-t-elle dit soudain alors que nous étions assis sur sa véranda à regarder le coucher de soleil. Je suis sorti 10 minutes. 10 minutes ont suffi pour qu'il te vole la vie. Tu ne m'as pas déçu, ai-je dit en prenant sa main burinée dans la mienne. Tu n'as jamais cessé de chercher. Jamais cessé de croire. Combien de personnes auraient abandonné après 1 an? 5 ans. Tu as cherché pendant 27 ans. Et je t'ai retrouvé dans la file d'attente d'un supermarché, a-t-elle dit avec un sourire triste. La vie a une étrange façon de boucler la boucle. La dernière personne que j'avais besoin d'affronter était Auguste. J'avais évité de lui rendre visite en prison, mais à la fin des procès et à mesure que l'engouement médiatique s'apaisait, j'ai réalisé que j'avais besoin de tourner la page. Le parloir était austère et impersonnel, avec des chaises en plastique dur et une table boulonnée au sol. Auguste paraissait plus vieux que ses 65 ans,
son apparence autrefois impeccable se réduisait désormais à une combinaison de prison et une coupe de cheveux d'institution. « Je ne pensais pas que tu viendrais », a-t-il dit alors que je m'asseyais en face de lui. J'ai failli ne pas venir. Nous sommes restés assis en silence un long moment. Le poids de 27 ans de mensonges nous séparait. Pourquoi? Demandai-je finalement. Pourquoi moi? Auguste étudia ses mains. Tu étais disponible. Le bon âge, le bon produit pour le bon acheteur. J'étais une enfant, dis-je, la voix serrée par la colère. Pas un produit pour moi. Tu es devenue une enfant, dit-il. Mon enfant. Je sais que tu ne le croiras pas, mais je t'aimais, Isa. Je m'appelle Isidora, dis-je fermement. Et l'amour ne vole pas les enfants à leur mère. Auguste resta silencieux. Je ne suis pas là pour des excuses, continuai-je. Je suis là pour te dire que mon histoire ne t'appartient plus. Je ne t'appartiens plus. Je reprends ce que tu as volé. Je me levai pour partir, mais Auguste m'appela. Issa, il y a quelque chose que tu dois savoir. Ton père biologique, Thomas, est toujours en vie. Je me figeai. Où? En prison. Une autre que celle-ci. Il est là depuis 2002. Vol à main armée. Une pièce de plus du puzzle. Une complication de plus dans mon histoire déjà compliquée. J'ai hoché la tête en guise d'acquiescement, puis je suis parti sans me retourner. Après les procès, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus rester à Alberton Bay. La ville abritait trop de fantômes. Désormais, à chaque coin de rue, on voyait le souvenir de mensonges, de complicité, d'une communauté qui avait vu grandir un enfant volé sans rien dire. J'ai vendu la galerie à un jeune artiste rêvant de revitaliser la scène artistique locale. Le produit de la vente, combiné à un modeste dédommagement suite au procès civil intenté contre la succession de Parker, m'a permis de prendre un nouveau départ. Marigold et moi avons choisi une petite ville sur la côte de l'Oregon, suffisamment loin de Alberton Bay pour échapper à son ombre, mais suffisamment proche de l'océan pour nous y sentir comme chez nous. Nous avons acheté une petite maison bleue avec un jardin où Marigold pouvait cultiver des herbes et des fleurs. Ce n'est plus comme avant, a-t-elle dit tandis que nous déballions les cartons dans notre nouveau salon. Mais peut-être que c'est bien. Nous ne sommes pas les mêmes non plus. Dans notre nouvelle ville, personne ne connaissait notre histoire. Nous n'étions que la tante et la nièce qui avaient quitté de l'extérieur. Dans la vie, les obligeant à concilier leurs souvenirs heureux avec les souvenirs de la douleur de quelqu'un d'autre. Le long de la plage un après-midi gris. N'oubliez pas que vous m'avez dit d'être courageux, que ça irait. Il sourit tristement. J'avais 7 ans. Je ne savais pas si ça irait. Je ne pouvais tout simplement pas supporter de te voir pleurer. Notre amitié est passée des cendres de notre traumatisme partagé. Pas romantique, mais quelque chose de plus profond. Frères et sœurs de circonstances liés par des secrets seulement nous avons compris. Une lettre est arrivée d'un près 3 mois après avoir quitté la baie de Alberton. À l'intérieur se trouvaient des excuses manuscrites et un chèque pour un montant substantiel. Son héritage de la succession de son oncle qu'elle divisait entre toutes les victimes identifiées. Je ne m'attends pas à la pardon, a-t-elle écrit. Mais j'espère que vous savez que j'ai fait ce que je pouvais quand je le pouvais. Soyez bien. Isa ou Isidora, qui que vous choisissiez d'être. Maintenant, je range la lettre sans répondre. Certaines blessures étaient encore trop frais, certaines trahisons trop profondes. Peut-être qu'un jour je trouverai en moi de pardonner à Alan son silence, mais pas encore. La thérapie est devenue une bouée de sauvetage car j'ai travaillé à travers l'enchevêtrement complexe des émotions. Chagrin pour la mère que je n'ai jamais savait. La colère contre les gens qui m'ont volé, confusion à propos de mes sentiments envers Genève et Août, qui aimaient les parents malgré la façon dont notre relation a commencé. Au cours d'une séance, j'ai fait une percée sur les berlis qui avaient hanté mes rêves. Des fragments de mélodies qui se sentaient à la fois familiers et étrangers. Mon thérapeute a suggéré la musicothérapie, et avec l'aide d'un spécialiste, j'ai reconstruit la note de la chanson par note. Quand je l'ai jouée pour Marigold, elle est tombée en panne en pleurant. C'est la chanson d'Hélène, a-t-elle dit à travers des larmes. Elle a inventé juste pour vous. Elle l'a chantée tous les soirs lorsqu'elle vous mettait au lit. Un morceau de ma mère était resté avec moi depuis le début, enterré profondément, mais jamais vraiment parti. Marigold a également changé. Au fil des mois, la tension désespérée qu'elle avait transportée pendant des décennies s'est progressivement détendue.
La vigilance constante a cédé la place à des moments de paix, voire de joie. J'avais l'habitude de me réveiller en pleurant, a-t-elle avoué un matin autour du café. Chaque jour pendant 27 ans, je me réveillais et je me souvenais que tu étais parti. Maintenant, je me réveille et tu es ici. Parfois, je ne peux toujours pas le croire. J'ai commencé à écrire mon histoire. Pas pour publication, pas encore, mais pour moi. Je l'ai intitulée The Girl dans la ligne de caisse, racontant tout de cette première rencontre avec Marigold à notre nouvelle vie sur la côte de l'Oregon. L'écriture est devenue un moyen de traiter, de récupérer le récit qui m'avait été pris. Miles a lu chaque chapitre en le terminant, offrant des idées de sa propre expérience. Vous devriez le publier un jour, a-t-il déclaré après avoir lu les dernières pages. Pas pour la gloire ou l'argent, mais parce qu'il y en a d'autres qui ne savent toujours pas qui ils sont vraiment. Votre histoire pourrait les aider à retrouver leur chemin. À la maison. Un mot si compliqué maintenant. Était à la maison Alberton Bay, où j'avais grandi. La maison blanche de Marigold avec une garniture verte où j'avais passé mes 3 premières années. Où était-ce nouvel endroit que nous construisions, sans poids du passé? À l'occasion de l'anniversaire de ma réunion avec Marigold, 1 an depuis cette journée fatidique sur le marché de Hansen, je me suis réveillé d'un rêve si vif que cela m'a laissé à bout de souffle. J'étais à nouveau un enfant, chevauchant un tricycle rouge devant une maison blanche. Le soleil était chaud sur mon visage, le monde simple et sûr. Dans le rêve, je me suis tourné pour regarder derrière moi, m'attendant à voir les ombres qui hantaient mes cauchemars pendant des années. Au lieu de cela, je n'ai vu que la lumière et un enfant, moi-même, me souriant. J'ai écrit The Dream Down dans mon journal, la dernière entrée dans My Chronicle of Rediscovery. En dessous, j'ai ajouté les mots qui étaient devenus mon mantra, ma déclaration de l'individualité. Je suis Isidora Haley. J'ai été emmené. Mais maintenant, je me suis ramené. Et pour la première fois depuis l'apprentissage de la vérité sur mon passé, je l'ai cru complètement. Quel morceau de vous-même pourrait attendre d'être récupéré, caché à la vue tout au long? Si le voyage d'Isidora a résonné avec vous, veuillez vous admirer et partager pour plus d'histoires qui explorent les profondeurs cachées de l'identité et le courage qu'il faut pour faire face à la vérité.